Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais combiner les deux. Normalement je fais une vidéo pour le bilan de la Spring Pal et une vidéo pour la présentation de la Summer Pal. Sauf que là comme j'ai pas publié de vidéo pendant 2 mois et que du coup on est déjà en été depuis quelques temps maintenant, je me suis dit que j'allais combiner les deux, ce serait pas très grave non plus. Et ça ferait une vidéo peut-être un peu plus longue, mais bon je pense qu'on s'en remettra, en tout cas moi je m'en remettrai. J'espère que vous aussi. Donc du coup pour ceux qui débarqueraient et qui ne connaîtraient pas ce concept sur ma chaîne en tout cas, rassurez-vous, je ne vais pas vous présenter tous les livres que j'ai lus au printemps et tous les livres que je compte lire en été. C'est juste que pour chaque saison, c'est dur à dire, je choisis 4 livres à chaque fois, donc dans l'ordre dans lequel je vais vous les présenter. Un classique, une suite de saga, un livre qui est là depuis très très longtemps et un livre en rapport avec la saison. Voilà, je choisis 4 livres à chaque fois pour chaque saison et je lis ces 4 livres et donc je vous les présente dans le bilan de la Spring Pal. Voilà, la Spring Pal est composée que de 4 livres et la Summer Pal pareil. Et la Autumn Pal et Winter Pal évidemment. Mais j'en lis d'autres livres évidemment au printemps et en été. Mais bref, ça va déjà être une vidéo longue donc je vais arrêter de divaguer et je vous montre les livres. Et on commence avec un bon gros coup de gueule, il y en aura 2 dans cette vidéo en tout, vous allez voir. Donc La promesse de l'aube de Romain Gary, c'était le classique pour cette saison pour moi. De base j'avais un peu peur parce qu'on va y parler de guerre et de Seconde Guerre mondiale. Et c'est un thème que j'en ai marre de voir en littérature. Donc voilà. Et en fait c'est une biographie, c'est un livre biographique, comme ça. Et donc Romain Gary va nous raconter sa vie, sauf que c'est un truc que je supporte pas en littérature. C'est pour ça que j'aime pas Émile Zola d'ailleurs. C'est que le but premier de Romain Gary quand il a écrit ce livre, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est de me montrer qu'il sait écrire, qu'il a du vocabulaire, qu'il sait faire des belles phrases et du beau français, et pas de raconter une histoire. Son but c'est pas de raconter une histoire, c'est de bien écrire, de me prouver qu'il a du savoir, qu'il a de la maîtrise, que... Mais je m'en fiche en fait, gars. Passer 4 pages à me décrire ta mère et je sais pas ce qu'elle fait, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Et en fait, ce qui me gonfle, c'est qu'il y a des phrases avec des mots où personne n'emploie ces mots. Genre vraiment, même les universitaires, même le président, si tu veux, il n'emploie pas ces mots dans la vie de tous les jours. Oui, dans un discours, il va l'employer. Et oui, quand il fait une représentation, il va l'employer. Mais dans sa vie de tous les jours, c'est pas comme ça qu'il parle en fait. C'est pas comme ça que les gens ils parlent. C'est pas vrai. Et il y a des mots bien plus simples et bien plus courants pour dire exactement la même chose en fait. Mais non, le gars il préfère parler en langage soutenu avec des belles phrases bien complexes et bien faites. Alors c'est sûrement très agréable et très cool à lire pour certaines personnes, mais moi ça me gave vraiment. Et pour en revenir à ce que je disais à propos d'Émile Zola, Émile Zola appartient à un courant littéraire où c'est ça le but. Le but c'est de bien écrire, de faire des belles phrases et des beaux textes et des beaux trucs, et moi ça me saoule. Vraiment c'est pas ce qui m'intéresse en littérature, c'est pas ce qui m'intéresse dans mes lectures. Et là ça m'a gonflé, mais genre vraiment j'avais envie de lui dire mais gars, je me fiche de ce que tu dis. En fait, j'arrive même pas à me concentrer sur ce qu'il raconte et sur le fond, parce que la forme me dérange en fait, vraiment, c'est ça mon problème, je n'y arrive pas. Donc j'ai dû lire, franchement j'ai pas été très loin, parce que j'ai dû lire une trentaine de pages, j'étais déjà à bout. En fait à partir du moment où je passe, où l'écriture me dérange, je ne vois que ça, et j'arrive pas à me concentrer sur l'histoire, j'arrive pas à me concentrer sur ce qu'il raconte, je suis concentrée sur la manière dont il le raconte, et c'est pas possible en fait. Enfin, je pourrais vous lire une phrase, je crois que j'avais relevé un passage et tout, mais là je l'ai plus parce que du coup ça fait trop longtemps. Je vais essayer d'en trouver un et je vous lis. Bon voilà, là alors, vous allez me dire c'est peut-être pas flagrant, mais il y a des mots et des phrases beaucoup plus simples pour raconter la même chose. Et donc là je suis à la page 22, pour vous donner une idée, c'est pas un spoil énorme, puis moi je sais même pas quelle est la scène et qu'est-ce qui se passe. Bref, au bout de l'avenue Shakespeare où nous habitions alors, il y avait un remblai presque vertical qui dominait le chemin de fer, et c'est là que je courus me cacher. L'idée de me jeter sous un train et de me dérober ainsi à ma honte et à mon impuissance me passa par la tête, mais presque aussitôt une farouche résolution de redresser le monde et de le déposer un jour au pied de ma mère, heureux, juste, digne d'elle, enfin me mordit au cœur d'une brûlure dont mon sang charria le feu jusqu'à la fin. Là, pour vous donner un ordre d'idée, la deuxième phrase est tellement longue qu'au bout d'un moment, comme je l'ai lu à voix haute, je suis pas du tout concentrée sur ce qu'il dit et sur ce qui se passe, parce que c'est trop long en fait. Enfin, c'est quoi ces phrases longues? Qui fait des phrases aussi longues? Personne. Enfin, je sais pas. Et puis alors, je sais pas, Remblai, qui utilise ce mot dans la vie de tous les jours?
L'idée de me jeter sous un train et de me dérober ainsi à ma honte. Mais qui parle comme ça? Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Puis alors, farouche résolution de redresser le monde et de le déposer un jour au pied de ma mère heureuse. Non mais franchement, je suis désolée, mais moi ça me fatigue. Ça me fatigue en fait parce que dans ces phrases-là, ce que je vois, c'est le but, c'est la construction de l'auteur quand il a écrit son livre. Et pour moi, son but, au moment où il écrit cette phrase, c'est de faire une belle phrase. Et pas de réellement me raconter ce qu'il veut me raconter. C'est secondaire pour lui. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, ça me fatigue. Peut-être que les phrases que je vous ai lues vous ont pas choqué plus que ça, pas comme moi, elles m'ont agacé, mais c'est un enchaînement que de phrases comme ça, et je vous ai lu que 2 phrases, hein. Les trucs sont hyper longs, enfin, voilà, c'est pas le genre d'écriture que j'aime en fait, et ça me dérange dans ma lecture, donc, et en fait ça se confirme parce que c'est ma grand-mère qui me l'a donné, et quand elle me l'a donné, elle me l'a dit, ça c'est trop génial, et moi du coup j'ai pas aimé, on n'a pas du tout les mêmes goûts avec ma grand-mère. Donc voilà, ma grand-mère a adoré, si jamais ça peut vous consoler, entre guillemets. C'est possible d'aimer ce livre, hein, je dis pas le contraire, je dis juste que moi ça me fatigue. Voilà, des longues phrases comme ça, et un livre écrit pour écrire, ça m'intéresse pas. Ensuite, donc la suite de saga pour cette saison, c'était Charles Harris, donc La Communauté du Sud, le tome 3, Mortel corps à corps, écrit par Charles Harris, c'est mieux dans ce sens-là. Ce livre m'a un peu agacé aussi. Oui, bah, on est toujours dans les lectures du mois de mars qui n'étaient pas ouf, hein. Voilà, on va pas se cacher. Je sais pas si je vous ai déjà dit, mais les lectures du mois de mars n'étaient pas ouf. Voilà, je vous le dis. Je le sais. Donc ici, donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la saga de livres qui a inspiré True Blood, la série télé. Et donc dans cette série, on suit Suki qui veut fréquenter un vampire au début du tome 1 parce que les vampires se sont révélés aux humains maintenant qu'ils ont une alternative synthétique au sang humain. Et voilà, on va découvrir Suki avec les vampires et les trucs et tout. Avec Eric et tout, pour ceux qui connaissent la série. Et donc ici, bah, elle va... Enfin, elle a une nouvelle mission. En gros, elle a un don particulier qui est de lire dans les pensées des gens. Et les vampires lui demandent de les aider régulièrement avec son don. Elle peut lire dans les cerveaux humains, pas des vampires. Et donc du coup, régulièrement, les vampires lui demandent de les aider pour enquêter sur des trucs et tout. Et donc c'est ce qu'elle fait. Donc là, elle va dans une autre ville pour mener une enquête et tout. On a un espèce de triangle amoureux complètement what the fuck qui se met en place. La relation entre Suki et Bill devient, mais alors, complètement tirée par les cheveux. Enfin, j'étais là, c'est pas possible. Et alors, vraiment, ce qui m'a gonflé, c'est que le tome entier tourne autour de Suki, elle est magnifique, tout le monde aime Suki, tous les hommes sont au pied de Suki, elle est trop belle et tout le monde y veut être avec elle. Voilà, on est sur l'apparence et sur le physique dans ce tome. Et ça m'a dérangé. Vraiment, ça m'a dérangé parce que... Enfin, on s'en fiche. Enfin, c'est pas censé être ça, le centre de l'histoire. Oui, ok, elle est belle. Et oui, peut-être que tous les mecs qui veulent être avec elle et coucher avec elle, c'est très bien pour elle, c'est très cool, je m'en fiche. Mais c'est vraiment important dans l'histoire de préciser ça à toutes les 3 pages. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment redondant et vraiment chiant. Enfin, voilà, vraiment, ça m'a saoulée. En plus, l'histoire de ce tome-là en lui-même est pas dingue pour moi. Voilà, donc j'ai acheté beaucoup de tomes de cette saga. Je vais la continuer, c'est pas un souci. Mais voilà, ce tome-là est un peu compliqué. Si vraiment j'avais pas aimé, si vraiment ça m'avait dérangé, j'aurais abandonné la lecture. Mais voilà, j'ai quand même continué parce que je voudrais avancer, je voudrais lire la suite. Et que ce n'était pas non plus la croix et la manière de lire ce livre, hein, on va pas chipoter. Mais voilà, j'espère que ça va pas devenir redondant, ce côté ce qui est belle, ce qui est magnifique, ce qui est sexy, ce qui blablabla dans chaque tome suivant, parce que sinon je vais craquer et je vais pas tenir en fait. Mais ça reste une bonne saga, on passe des bons moments, c'est pas la saga du siècle. Pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'à présent, je préfère la série télé que les livres. Maintenant, ça se lit bien et on passe des bons moments, ça pourrait être mieux, pour moi en tout cas. Mais ça pourrait être bien pire aussi. Hein. Donc voilà, j'aime bien cette saga. Je la continuerai et je vais lire le tome 4 très très prochainement. Et puis ensuite 5, 6, 7, 8, 9, 10 parce que j'ai tous ces tomes là. Mais voilà, c'est pas non plus la saga du siècle. Mais je vais continuer. Ce qui pour moi qui n'hésite pas à abandonner des livres et des sagas est déjà pas mal. Bref, je lis quoi? J'écoute quoi? J'écoute The Man de Taylor Swift. Exact. Les amis, on en arrive au big coup de gueule de la vidéo. Celui de Romain Gary n'était rien comparé à celui qui va suivre la main tout de suite.
J'en veux à tous les fans de cette saga. Vraiment, je suis désolée pour vous, mais je vous en veux. J'en veux à l'autrice, j'en veux à tout le monde en fait. Enfin, je comprends pas. Ce livre rejoint la catégorie des livres que tout le monde a aimé et que moi, je comprends pas pourquoi tout le monde a aimé. Alors, j'ai pas été très loin dans le livre et peut-être que si je vais plus loin dans le livre et plus loin dans la saga, je comprendrai pourquoi les gens ont aimé. Mais les fans m'ont vendu un truc et le début du livre, c'était pas du tout ça. Peut-être que ça le devient par la suite, mais le début en tout cas, c'était exactement l'opposé de ce qu'on m'a dit que ce serait. Et c'est pas possible en fait. Enfin, bref, je vais vous montrer le livre. Donc ce livre c'est Kéliana, le tome 1, La prisonnière de Sarah Dimas. Donc de Sarah Dimas, j'ai déjà lu Un palais d'épines et de roses, le tome 1, et j'avais abandonné le tome 2 qui est Un palais de colère et de brume, un truc comme ça. Enfin, bref, j'ai abandonné le tome 2 de la saga. Mais je voulais quand même essayer autre chose, et donc celui-ci je l'ai lu au mois de mai pour le mois de la fantaisie, parce que c'est de la fantaisie. Et en fait, on m'a vendu ce livre en mode, tu vas voir, Kéliana est une héroïne badass, elle est trop cool, c'est fun et tout. Je m'attendais vraiment à une héroïne badass qui se bat, qui combat, qui est dans un univers pas facile, qui se laisse pas faire, qui se laisse pas marcher dessus. Et c'est pas du tout ce que j'ai au début. Alors j'ai lu 77 pages, vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme. C'est-à-dire qu'au bout de 50 pages, j'en avais déjà marre. Je vais essayer de résumer le livre sans condescendance et sans y mettre mon avis et de vous donner mon avis après, mais je vous garantis pas d'y arriver. Donc, on va y rencontrer Kéliana qui est assassineuse. En gros, elle a tué des gens, c'est son métier, et elle a été arrêtée et condamnée à une espèce de bagne. En fait, elle est enfermée à vie à faire un travaux forcé. Enfin, c'est la définition du bagne. Et un jour, il y a le prince qui va débarquer et qui va lui dire je te propose un marché, soit je te laisse là et tu meurs là et les steaks, soit tu viens avec moi, je te libère et tu deviens comment il dit ça, mon combattant, mon héros, enfin mon... Il va y avoir une espèce de tournoi organisé entre plusieurs, j'ai plus le mot, entre plusieurs héros et champions, c'est ça le mot. Et donc il lui dit voilà, si tu deviens ma championne, en gros, bah, je te sors d'ici. Évidemment, c'est pas vraiment un choix, donc elle accepte et elle se retrouve dans le château, voilà, pour devenir le champion, enfin la championne. J'ai pas atteint le moment où les combats et le truc du championnat là, commencent, parce que j'ai pas pu. Alors déjà, premièrement, le concept de le prince sur son chevalier blanc vient sauver Kéliana, ça rappelle un peu trop la princesse sauvée par le prince et ça m'intéresse sur le système. Et puis alors, franchement, je suis désolée mais je comprends pas. On est sur Kéliana qui a été enfermée ici, au bagne par le roi, et le fils du roi, donc le fils de la personne qui l'a enfermée là, vient la sauver. Elle se retrouve, donc ça soit, ok, elle n'a pas d'autre solution, de toute façon c'est soit là, soit elle reste là, soit elle suit son pire ennemi, donc à un moment donné, pour survivre, tu fais des choix, ça c'est ok. Et donc elle se retrouve dans le château de son ennemi, et sa réaction c'est quoi? Oh, je vais me balader, je vais visiter le château, oh, je vais peigner mes cheveux, oh, ma robe est jolie, oh, je vais faire une tresse, oh, si je me maquille un peu. Sérieux? Sérieusement? Enfin, vraiment, on est vraiment sérieuse là? On a un personnage qui a été enfermée, alors certes, probablement à raison, parce qu'elle a tué des gens, mais enfermée par son ennemi, elle se retrouve dans la maison de son ennemi, et c'est ça le centre d'intérêt, c'est sa coiffure, sa tenue, et se balader dans le château. Non mais enfin, sérieusement? Enfin, j'étais là, what the fuck. Et en fait, ce qui m'a vraiment mise hors de moi, c'est qu'au-delà du fait que c'est pas ce qu'on m'a dit qu'allait se passer, peut-être qu'elle devient après championne, badass et tout dans la suite, mais alors ce début, c'est pas possible. Et déjà, ce début, pour moi, c'est pas possible. Mais ce qui vraiment me met hors de moi, c'est que j'ai l'impression que l'autrice me parle, enfin, se met à parler de coiffure et de robes et de tenues, parce qu'elle destine son livre à des jeunes filles, et que bah, les jeunes filles, elles s'intéressent qu'à ça, en fait. Il y a que ça qui les intéresse. Leur coiffure, leur maquillage et leur tenue. Enfin, je veux dire, quand t'as 15-16 ans et que t'es une fille, c'est ça ton centre d'intérêt. Et ça me fatigue, parce que, de 1, c'est pas le cas, et de 2, entretenir ce cliché, c'est juste pas possible. Enfin, vraiment, écrire là-dessus parce que tu écris pour des jeunes filles, c'est sexiste. Vraiment, c'est sexiste à mort. Et ça m'a mise hors de moi. Donc, voilà. Alors, sûrement que par la suite, le championnat et les combats à mort commencent et on retrouve une Kéliana badass et qui se bat. Mais ce point de départ, c'est pas possible. Hein. Le prince qui sauve la pauvre demoiselle en détresse et la pauvre demoiselle en détresse qui se met à parler de coiffure et de maquillage, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, moi je peux pas. Donc peut-être que la plupart des fans ne l'ont pas vu comme ça,
mais ces 80 premières pages, c'est pas possible en fait, c'est sexiste à mort, c'est cliché à mort. C'est pas possible. Voilà, donc du coup, je n'ai pas lu, et très clairement, je ne lirai plus jamais de Sarah J. Maas, je ne peux pas, je suis désolée. Je ne peux pas, et vous pouvez, si vous voulez, si ça vous fait plaisir, m'expliquer en commentaire que j'aurais dû continuer parce que après blablabla, mais non, je ne peux pas, c'est pas possible. Voilà, bref. Donc, j'avais quand même une musique qui est Poison, enfin, je sais pas comment ça se dit, de Rita Ora. Voilà. Et le dernier livre que j'ai lu au printemps, donc je l'ai lu à la... Enfin, je l'ai fini au moment où je tourne la vidéo, je l'ai fini à genre 4 jours, un truc comme ça. Donc c'est Le Traître, le tome 5 des Secrets de l'immortel Nicolas Flamel, écrit par Michael Scott. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, dans cette saga, on va y rencontrer Josh et Sophie qui travaillent respectivement, enfin qui au début du tome 1 découvrent qu'ils travaillent dans la librairie et dans le café de Nicolas et Pernelle Flamel. Et donc Nicolas et Pernelle Flamel sont à Pierre philosophale, tout ça, ils ont plus de 300 ans, plus de 600 ans, enfin je sais plus, ils sont très très vieux quoi. Plus de 600 ans je crois. Ils sont nés dans les 1400, truc comme ça, bref. Et donc ils vont découvrir qu'il y a une prophétie et qu'ils ont un rôle à jouer, et ils vont découvrir un monde entre le fantastique et la science-fiction, puisqu'on y parle aussi de voyage dans le temps. On y rencontre des personnages qu'on connaît, des personnages historiques réels, que l'auteur a intégré à son histoire. Je trouve ça génial. Là je commence à trouver ça un peu long. Après ce tome-ci, il m'en reste un à lire. Elle fait partie de mes sagas à terminer en 2020, donc je vais terminer ça, c'est pas un souci, mais voilà, je commence à trouver ça un peu long. On a toujours plusieurs groupes de personnages qui sont dans plusieurs endroits, à plusieurs époques différentes parfois. Et voilà, après ça reste bien écrit et bien construit, on n'est pas perdu, mais ça part un peu dans tous les sens quand même. Et ça fait quelques tomes que Sophie et Josh, qui sont jumeaux, ont pris des directions différentes et sont séparés. Et du coup, je sais pas, ça... je trouve que ça traîne en longueur et que ça tire un peu, et c'est dommage. En fait, j'ai hâte qu'ils se retrouvent parce que je sais que l'histoire ne se résoudra pas et ne se terminera pas tant qu'ils ne se retrouveront pas. Et là, ça fait 3 tomes qui sont séparés. Donc ça commence un peu à me taper sur le système. Il me reste un tome. Voilà, j'espère que le dernier tome sera vraiment cool, vraiment bien. Et que du coup, ça rattrapera un peu les tomes 4 et 5 que personnellement, j'ai trouvé moins bien. Voilà, après ça se lit bien, c'est vraiment très cool. Franchement, pour une saga young adulte, c'est génial. C'est génial. C'est-à-dire qu'il y a une saga young adulte, un peu comme Kellyana, où les autres auteurs et les autrices prennent les jeunes un petit peu pour des débiles, on va pas se mentir. Là, c'est pas le cas du tout. C'est écrit presque comme une saga adulte, vraiment, et pourtant c'est abordable pour les jeunes. Genre à 14-15 ans, c'est possible, enfin, c'est sans problème, tu peux lire ça, quoi. Bref, j'ai pas grand chose de plus à dire, c'est un tome 5, je vais lire le tome 6 et je parlerai du tome 6 et de la saga globalement, de ce que j'en ai pensé quand j'aurai lu le tome 6. Voilà, ça reste une saga que j'aime beaucoup et que je conseille, c'est vraiment très fun, c'est hyper bien écrit, c'est très bien construit, c'est très cool. Voilà, c'est une bonne saga que j'aime beaucoup et j'écoute Chainsaw de Nick Jonas en lisant cette saga. Je passe maintenant à ma Summer Pal, donc là ça va être plus rapide puisque c'est quel livre que j'ai pas lu et que je sais pas vraiment de quoi ils parlent tous, donc voilà, du coup je me suis dit que j'allais vous le montrer maintenant. Le premier c'est Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, donc j'ai décidé que ce serait le livre en rapport avec la saison, parce qu'il y a soleil dans le titre, que la couverture est très colorée, très estivale, donc voilà, j'ai décidé que ce serait ça. C'est un livre dont j'en entends beaucoup parler, je l'ai acheté chez France Loisirs. Voilà, je vais le lire très très prochainement là, dans les semaines à venir vraiment, et j'espère que ça va être cool, j'espère vraiment que ça va me plaire. C'est un livre que beaucoup de gens ont aimé, ça reste du contemporain young adulte et c'est pas trop mon délire. J'en sais pas trop sur l'histoire parce que déjà que je trouve les contemporains longs et lents à démarrer, si en plus je connais l'histoire, je vais trouver ça encore plus long, donc je ne veux pas connaître l'histoire. Mais voilà, j'ai décidé de le lire, beaucoup de gens aiment, beaucoup de gens disent que c'est cool et beaucoup de gens recommandent, on verra. Ensuite, en classique, j'ai décidé de mettre Le Diable au corps de Raymond Radiguet. Voilà, j'aime Raymond Radiguet et ça fait partie des classiques qui au final sont pas très longs. Enfin, genre il fait quoi? Il fait même pas 200 pages et les chapitres sont très courts. Enfin, franchement, ça va se lire hyper vite. Enfin, en fait, tu me dis Le Diable au corps de Raymond Radiguet, j'imagine un pavé comme ça, écrit tout petit, et en fait, pas du tout. Je l'ai pris dans une boîte à lire au mois de décembre dernier, je crois, donc ça commence à faire un moment qu'il est là. Et voilà, je me suis dit qu'un petit classique pour la saison, ça serait pas mal. Pareil, je sais pas de quoi ça parle, c'est juste un classique, je connais deux noms et j'ai envie de le lire.
et j'ai pas de résumé derrière. Derrière c'est écrit: Raymond Radiguet partage avec Arthur Rimbaud le terrible privilège d'être le phénomène des lettres françaises. C'est une citation de Jean Cocteau et je n'en sais pas plus. Voilà. Ah, ce livre n'est pas destiné à la vente. Votre station-service ELF est heureuse de vous l'offrir. Oh mon dieu, c'est très vieux tout ça. Bref. Ensuite, donc la suite de saga pour cette saison, j'ai choisi Clash, le tome 4, Passion irrésistible de Jack Ronover. Voilà, je pense pas que le délai de lecture dans lequel je pars du tome 3 sera sorti quand sortira cette vidéo, mais ça va pas trop tarder, vous inquiétez pas. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, c'est une autrice que j'aime beaucoup. La saga fait partie de mes sagas à terminer en 2020, donc je me suis dit que il était temps de le lire et que je vais les lire maintenant, comme ça ce serait fait. J'espère que ça va être très cool, je sais pas quel couple on suit ici, et en même temps j'ai pas trop envie de savoir, j'ai envie de plonger dedans, et en général je les dévore, ça se lit très vite et très bien, donc je me fais pas trop de soucis pour celui-là. Et en livre qu'elle a depuis très longtemps, j'ai choisi N'oubliez jamais de Michel Bussy. Il est là depuis genre 1000 ans, vraiment. J'avais déjà essayé de lire un Michel Bussy et j'avais pas du tout accroché, mais je vais le lire avec une certaine technique que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, parce que je vais faire ça aussi au mois d'août, donc vous verrez ça dans ma palle du mois d'août. Bref, mais lui je le lirai au mois de septembre. Voilà, en plus je pense que je pourrais le glisser dans une des catégories du Pumpkin Open Challenge si Guimauve le réorganise cette année. Putain, c'était dur. Puis voilà. Donc je sais pas de quoi ça parle. Je sais que Michel Bussy est un auteur très apprécié. Mon problème avec Michel Bussy, c'est que je m'attends à du policier enquête, mais en même temps, il n'est pas classé en thriller policier. Il est en pocket, genre contemporain. Du coup, voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas trop voilà, dans quelle catégorie vont ces livres. Par contre, je suis en train de voir que les classiques, n'importe quoi, les chapitres sont assez courts. Et ça j'aime. Donc ça devrait le faire. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. Je le lirai au mois de septembre et j'en parlerai dans le bilan de la Summer Pal, si d'ici là j'arrive à tourner des vidéos. Bref, je vais m'arrêter là et je vais terminer la vidéo maintenant parce que je pense qu'elle est déjà assez longue. Je vous l'ai pas dit au début de la vidéo parce que j'oublie toujours de le faire. Mais en barre d'infos, vous aurez toutes les pales et tous les bilans des précédentes pales de saison que j'ai pu faire cette année, l'année dernière, l'année d'avant. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous y retrouvez du coup des classiques, des sagas, des livres qui sont là depuis 1000 ans dans la bibliothèque et des livres en rapport avec la saison à chaque fois. Voilà, donc je vous laisse aller voir ça si jamais ça vous intéresse. Je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.